3 défis sont à relever dans la région Afrique centrale, CEAC et le Nigeria, à savoir, à moyen et long terme et devenir dans cet espace géographique, l'eau commutateur, l'eau nourricier, l'équipementier. Ces défis qui s'imposent dans notre politique industrielle supposent, au niveau de chaque secteur économique, que les actions suivantes soient efficacement menées. Premièrement, renforcer la contribution de l'industrie à la croissance économique. Ensuite, devenir un catalyseur de l'intégration industrielle nationale. Et enfin, être un puissant vecteur d'aménagement du territoire. Les défis majeurs à relever par la vision sont notamment la croissance économique, la maîtrise de la démographie et le développement social, le développement urbain et l'aménagement du territoire, la gouvernance, l'unité nationale et la démocratisation. La vision 2035 adresse ses actions en 3 phases. La phase 1, qui s'étend de 2010 à 2019, a pour objectif global de moderniser l'économie et accélérer sa croissance. De manière spécifique, il s'agit d'accroître fortement la productivité globale de l'économie camerounaise de façon à résoudre les crises sectorielles urgentes que sont les crises alimentaires et énergétiques, les crises du système financier et de l'emploi. Ensuite, de relever fortement le taux d'investissement pour atteindre un taux de croissance économique à 2 chiffres, de réduire la pauvreté à un taux inférieur à 25% et améliorer le climat des affaires, la gouvernance des affaires publiques et des entreprises. La période 2020-2027 vise pour le Cameroun le niveau des pays à revenus intermédiaires. De manière spécifique, il s'agit de consolider la croissance économique et la rendre durable, élargir la redistribution des revenus, intensifier la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Cette seconde phase de la vision met en relief 3 axes majeurs qui sont notamment le maintien d'une croissance forte et la diversification des activités économiques, l'élargissement de la politique de redistribution des revenus et le renforcement de l'aménagement du territoire et enfin la consolidation du climat des affaires et de la gouvernance, la protection de l'environnement et l'intensification de la lutte contre les effets des changements climatiques. La phase 3, qui va de 2028 à 2035, a pour objectif global de faire du Cameroun un nouveau pays industrialisé et un pays émergent avec une contribution de plus de 40% du secteur secondaire au PIB. Plus spécifiquement, il est envisagé la promotion d'une croissance de qualité, l'accroissement de la valeur ajoutée manufacturière à près de 25% du PIB et de la valeur des produits manufacturés à près de 50% des exportations, le renforcement des échanges et l'ouverture vers l'extérieur, un taux résiduel de pauvreté à moins de 10% et l'espérance de vie à la naissance à plus de 65 ans. En somme, la question de l'industrialisation est au cœur de la vision. Il s'agit en conséquence d'apporter sa contribution à l'atteinte des objectifs assignés en la dotant d'arguments organisationnels et stratégiques susceptibles d'en faire un vrai levier d'émergence. Dans ce contexte, il est impératif et urgent pour chaque secteur socio-économique d'assumer sa pleine responsabilité dans la reconstruction industrielle nationale pour permettre aux activités manufacturières de jouer un rôle prépondérant dans la consolidation de l'économie camerounaise et, de façon plus spécifique, dans la formation du produit intérieur brut. L'histoire de l'industrialisation montre qu'il y a une forte corrélation entre l'urbanisation et l'implantation des industries. En effet, il est démontré que l'existence d'une industrie attire les populations, entraînant une urbanisation. En retour, la productivité plus élevée dans les grands centres urbains entraîne à son tour plus de création d'entreprises industrielles, confère un rapport de l'ONUDI en 2013. Les grandes villes sont des laboratoires d'apprentissage et de création de connaissances. Les salaires sont plus élevés en milieu urbain parce que les gens y sont plus productifs. Et plus les gens restent dans les villes, plus ils deviennent productifs. L'environnement hautement interactif stimule l'acquisition de connaissances et la plupart des jeunes entreprises les plus innovantes s'implantent dans les pôles économiques denses. La création des brevets a également lieu essentiellement dans les villes. Tout ceci aboutit à un processus circulaire où le développement industriel favorise l'urbanisation
et l'urbanisation stimulent le développement industriel. Confirmant cette tendance historique, les industries au Cameroun sont essentiellement implantées dans la ville de Douala, avec près de 32% des unités industrielles, qui non seulement est la ville la plus peuplée du pays, mais également bénéficie des infrastructures économiques, portuaires, indispensables à la compétitivité des entreprises. La ville de Yaoundé compte également quelques moyennes industries dans les domaines de l'agroalimentaire du fait de sa population grandissante. S'agissant maintenant des principaux axes d'orientation du PDI, la mise sur orbite de l'industrie camerounaise doit se faire dans une approche sous-régionale visant à utiliser la zone CEAC plus Nigeria comme rampe de lancement à court terme avant la conquête à moyen terme des autres marchés. Maintenant, s'agissant des actions de la reconstruction industrielle nationale, 4 actions ont été retenues pour la reconstruction de l'industrie nationale. La reformulation du périmètre industriel camerounais pour tenir compte des évolutions et des enjeux actuels. La réorganisation de la logique d'intervention bâtie sur 3 sanctuaires industriels structurants, à savoir l'agro-industrie, l'énergie et le numérique. 5 piliers industriels structurants, à savoir forêt-bois, textile, confection, cuir, mine, métallurgie, sidérurgie, hydrocarbures, raffinage et enfin chimie, pétrochimie, pharmacie. 2 socles de l'émergence, à savoir le financement et les infrastructures. Un voile industriel stratégique, à savoir la veille stratégique et l'intelligence économique. C'est le positionnement stratégique du Cameroun sur les marchés de la CEAC et le Nigeria. Et enfin, la proposition d'une architecture de combat pour le Cameroun tournée vers 3 défis à relever dans la région Afrique centrale, à savoir CEAC, CEMAC et le Nigeria, à savoir à moyen et long terme devenir le commutateur, le nourricier et l'équipementier dans cet espace géographique, comme je l'ai dit plus haut. S'agissant des problématiques potentielles du plan directeur d'industrialisation, il s'agit ici d'exiger une veille stratégique et d'intelligence économique qui va se focaliser sur l'agro-industrie, c'est un défi démographique et de sécurité alimentaire, l'énergie, un défi, la sécurité énergétique et l'influence régionale, le numérique, à savoir la technologie de pointe et la sécurité globale, forêt, bois, il s'agit d'une autonomie, avoir une autonomie énergétique et infrastructurelle, textile, coton, pour avoir un équilibre terroir et une pression internationale, les hydrocarbures et la pétrochimie, pour avoir une stabilité dans le golfe de Guinée, les mines, pour avoir une métallurgie nationale et ne pas dépendre des marchés, la chimie, pour avoir une non-dépendance technologique vis-à-vis des APE, et le financement pour éviter l'endettement avec les financements liés. S'agissant de la globalisation et des défis industriels, voici les points qui ont été relevés dans le plan directeur d'industrialisation. 1. L'émergence économique est la résultante d'initiatives et d'actions stratégiques convergentes en vue de l'industrialisation. 2. La politique d'aménagement du territoire pour l'édification des pôles économiques régionaux adossés sur une exploitation rationnelle des ressources naturelles spécifiques qui est un enjeu majeur pour la création des bassins d'emploi décents et stables, équitablement répartis dans l'espace. 3. Le périmètre stratégique industriel national et le tableau de bord ci-dessus présenté expliquent les jalons critiques de la feuille de route de la renaissance industrielle du Cameroun sur un horizon médian visible. Face aux contraintes et exigences de la globalisation, dans un environnement international de concurrence effrénée, marqué par la suprématie des biens manufacturés au détriment des échanges sans cesse en déclin des produits primaires, l'arrimage du Cameroun à des trajectoires industrielles à moyenne et forte intensité technologique est un défi d'appropriation des savoirs et savoir-faire indispensable. 5. Un objectif de taux de croissance du PIB minimum de 8% à l'horizon 2018 est possible et devrait être la cible minimum. Cette performance devrait être renforcée par un seul minimum de 0,08 de l'indice de performance compétitive, indicateur essentiel d'évaluation du niveau effectif d'industrialisation.
6. La concentration de plus en plus remarquable dans le golfe de Guinée d'intérêts industriels, économiques et militaires mus par d'importants enjeux géostratégiques complémentaires et ou concurrents à des alternatives du golfe arabo-persique qui offrent au Cameroun une opportunité indéniable de jouer un rôle stratégique clé et déterminant dans le foisonnement des interactions qui se dessinent sur les 4 ci-contre. Enfin, l'État doit, pour ce faire, opérer intrinsèquement sa propre métamorphose pour canaliser et accompagner toutes les forces vives productives vers l'économie de la connaissance, dont la révolution numérique et le TIC en constituent les principaux ressorts ainsi que le moteur de la croissance à venir. Permettez que je vous donne comme ça d'autres réalisations qui ont été faites en 2016 dans ce ministère en phase avec la logique d'élaboration du plan directeur d'industrialisation. Il s'agit du nouveau code minier dont j'ai parlé tantôt, qui a été promulgué par le chef de l'État, du plan directeur d'industrialisation lui-même, du plan directeur du technopôle agro-industriel d'un côté à Ouassababouté, et des réformes institutionnelles internes, à savoir le réaménagement des organigrammes sous tutelle pour servir davantage l'industrialisation, de l'élaboration de la cartographie industrielle nationale qui est en cours, ce n'est pas encore finalisé, et enfin de la préparation des lois d'orientation industrielle et de programmation industrielle structurante, les 2 textes qui devraient accompagner le plan directeur d'industrialisation. Enfin, s'agissant de la refondation de la Société nationale d'investissement, ce qui convient de savoir sur l'évolution de ces chantiers est que l'étude relative à la refondation de la SNI est consécutive aux très hautes instructions du président de la République, contenues dans la correspondance du Premier ministre, chef du gouvernement, à date du 4 octobre 2010, prescrivant la mise en place d'un comité interministériel chargé de l'élaboration des TDR de la dite étude, de la définition des conditions et des modalités de recrutement des cabinets indépendants de renommée internationale ainsi que de l'examen des conclusions du rapport de l'audit. À travers cette étude, le gouvernement s'est engagé à réaliser un diagnostic stratégique approfondi de la SNI afin de disposer d'un projet d'entreprise qui définit clairement les axes d'option de cette refondation, les nouvelles missions et les moyens à mettre en œuvre pour l'adapter à la nouvelle vision industrielle du pays et la rendre plus efficiente et plus efficace dans l'optique du financement de l'industrialisation du pays en rapport avec les objectifs du DSCE. Y faisant suite, un comité ministériel a été créé en 2012 et un appel international à manifestation d'intérêt publié le 17 novembre 2014. À la suite de cette publication, la sous-commission d'analyse des offres a été mise en place et a procédé au dépouillement des offres reçues et 2 candidats ont été qualifiés. Il s'agit des cabinets Sofreco, cabinet Wansi et C22, Conseil Auditec Foirier, tous 2 opérant en mode regroupement. Le dossier d'appel d'offres international et relatif a été transmis au ministre délégué à la présidence de la République en charge des marchés publics le 16 février 2015 pour la suite de la procédure. À l'issue des travaux de la Commission centrale de passation des marchés des services et des prestations intellectuelles, le groupement Sofreco au cabinet Wansi a été sélectionné. Les principaux livrables sont un rapport de démarrage de la mission présentant la compréhension de la mission, la méthodologie d'intervention du consultant et rappelant les livrables attendus au terme de l'étude. Un rapport sur l'état des lieux de la situation de la SNI et son environnement local, régional et international. Un rapport diagnostic de la SNI et ses partenaires. Un plan d'entreprise ainsi que les mécanismes de mise en œuvre avec indication des facteurs de succès. Et enfin, un rapport final résumant l'exécution de la mission dans tous ses volets, assorti des propositions sur la refondation et la nouvelle structuration de la SNI, ses missions, son organisation et son plan de mise en place par le gouvernement, le ou les mécanismes de financement adéquats de l'investissement et de l'industrie au Cameroun, ainsi qu'une proposition de cadre stratégique opérationnel de coordination et de suivi de l'exécution des missions et ses instruments de management proposés. Le consultant ayant été notifié en 2015, le rapport de démarrage de l'étude a été réceptionné le 14 janvier. L'état des lieux de la SNI et son diagnostic global ont à leur tour été réceptionnés le 23 mars 2016. Il faut relever
qu'en plus du temps mis pour l'accomplissement des formalités administratives, les phases d'élaboration des rapports sur l'état des lieux et le diagnostic ont nécessité beaucoup de temps à cause de l'éparpillement des sociétés du portefeuille de la SNI et de l'indisponibilité de leurs dirigeants à travailler avec le consultant. D'où la demande de prorogation des délais d'un mois supplémentaire transmise au ministère des Marchés publics le 3 mai 2016. Ce projet d'avenant ayant été transmis à la Commission centrale de passation des marchés des services de prestation a été adopté le 15 juin 2016. Ainsi, le plan d'entreprise a été validé le 1er juin 2016 et le rapport final le 2 juin 2016 par la Commission de suivi et de recettes techniques. À ce jour, il reste la remise officielle du document au gouvernement qui est conditionnée par le paiement des décomptes dus aux consultants pour les mois de novembre 2015 à février 2016. Des diligences sont faites auprès des administrations concernées. Principale conclusion de l'audit. En résumé, pour la SNI, les 19 premières années de son existence, passées sous l'ère des plans quinquennaux, correspondent à des années de croissance et de prospérité, rendues possibles par la confiance que l'État, son unique actionnaire, lui faisait en lui facilitant l'accès aux ressources dont elle avait besoin pour remplir sa mission d'investisseur ou de promoteur d'investissement. Ses partenaires lui faisaient également confiance et lui passaient commande de leurs études dans divers domaines, ce qui lui permettait d'accomplir avec satisfaction les autres volets de ses missions, à savoir la réalisation des études pour les tiers et pour elle-même, l'assistance technique aux tiers et, in fine, la prise de participation et l'octroi de prêts aux sociétés de son portefeuille. La crise s'est progressivement installée à la SNI dès l'exercice 1978-1979, bien avant qu'elle ne soit fortement ressentie au niveau national en 1983-1984. Cette période de crise a duré jusqu'à la restructuration intervenue en 1990-1991, qui a précédé la signature du contrat de performance en 1992. Les premiers exercices qui ont suivi cette signature du contrat de performance ont été ceux de mise en œuvre des mesures de redressement préconisées dans le contrat. Puis s'en est suivi la période de relance qui, en dépit de sa lente progression, risque de s'essouffler si rien n'est fait, les premiers signes d'essoufflement transparaissant dans les résultats successivement en baisse observés depuis 3 exercices de 2012 à 2014. Ainsi, les axes prioritaires de base de la nouvelle SNI sont: le gouvernement doit rester le pilote du développement économique du pays. Il a établi une stratégie pour ce faire et fixer des objectifs. Il doit toujours avoir à sa disposition les outils pour gérer ce développement et la SNI est l'un de ces outils. La nouvelle SNI aura besoin de ressources financières pour remplir ses tâches et des moyens devront être identifiés et mobilisés pour ce faire avant sa refonte. La nouvelle SNI se devra d'être organisée pour être performante avec un cadre juridique ad hoc et se doter d'une structure de professionnels répondant à des critères économiques de rentabilité, de performance et d'efficience. Enfin, le principal moteur du développement de l'industrie est le secteur privé. Il devra être associé à la réforme de la SNI et partie prenante au fonctionnement de la nouvelle SNI. Il s'agira ainsi de faire de la SNI une société mère, communément appelée holding, avec 4 pôles et directions, à savoir pôle études et business intelligence, pôle investissement, pôle gestion participation, direction administrative et financière et 2 fonds d'investissement avec 2 guichets, donc un guichet pour les projets structurants de l'État, à savoir le FONIX, Fonds national d'investissement stratégique, et l'autre guichet concernant le capital risque, à savoir le FADI, Fonds d'appui au développement industriel. Enfin, les investissements de la nouvelle SNI devront être surveillés par un organe de contrôle composé de 2 conseils d'orientation et d'approbation des investissements, un conseil pour chaque fonds, car les origines de ces fonds ne sont pas les mêmes et leurs affectations sont spécifiques, pour vérifier et s'assurer que l'attelage, investissement, financement, cession des entreprises à maturité fonctionnent de manière optimale. Les possibilités de financement de la nouvelle SNI varient suivant qu'il s'agit du FADI ou du FONIS. Pour ce qui est du FADI, les fonds pourraient provenir de l'augmentation du capital à travers les banques et les assurances, de la vente de certaines entreprises du portefeuille à la Douala Stock Exchange, du nantissement de son parc immobilier, du crédit à court terme en cours actuellement à la SNI,
des fonds spécifiques en provenance du grand public, de la taxe de séjour en provenance du secteur hôtelier et de la redevance audiovisuelle via la taxe CRTV. En ce qui concerne le financement des besoins du FONIS évalué à 450 milliards de francs CFA pour un début, nous avons les émissions obligataires, appel à marché, la consignation de fonds, les certificats de dépôt, les taxes sur les télécommunications, la vente de certaines sociétés du portefeuille de l'État à déterminer, la taxe d'extraction du secteur de la mine solide, la taxe sur les hydrocarbures, secteur pétrolier et l'appui international à travers certaines grandes banques dont la BAD. Toutes ces